J'aimerais qu'on entende sur ce sujet. François Asselineau, bonjour. Vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine. Quand vous entendez la majorité s'exprimer sur ce sujet, d'abord, votre avis, vous, sur ce mouvement des Gilets jaunes? On vous a très peu entendu. On aimerait avoir votre avis. D'abord, nous, on soutient le mouvement des Gilets jaunes. Simplement, on les met en garde sur le fait qu'il faut éviter la violence et les dérives. Mais on les soutient, comme d'ailleurs 70% de la population française. Je suis un peu surpris quand vous parlez de la majorité. Vous savez que la majorité, M. Macron, au premier tour de l'élection présidentielle, il a eu 17% des inscrits. C'est piteux. Et il y a eu 55% d'abstention au deuxième tour. Oui, mais il a été élu démocratiquement. Non, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été élu démocratiquement. J'ai dit qu'il a un soutien extrêmement faible dans la population. Voilà. D'ailleurs, je crois, Madame Avia, vous-même, vous avez été élue avec 26% des inscrits. Ça veut dire absolument pas. Non, je vous invite à revoir vos chiffres. D'autant plus qu'il y avait une participation massive à Paris. Non, pas du tout. Non. Alors, pas tous en même temps, parce qu'on ne va pas s'entendre. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je maintiens mon propos. Et donc, en réalité, la réalité sociologique du pays, c'est qu'il y a en gros 75% des Français qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et moi, ce qui me frappe dans ces événements, j'ai l'impression que M. Macron ne comprend pas. Il est comme Louis XVI, il est comme Nicolas II, il est comme Mohamed Reza Shah Pahlavi. Il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est une révolte généralisée. Et pas seulement en France, puisque le mouvement des Gilets jaunes est en train de se répandre, vous l'avez vu, en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande révolte des peuples qui, alors on l'attendait, elle est en train d'arriver. Mais le ministère de l'Intérieur parle de 106 000 manifestants, un mouvement qui est en baisse. 301,5, je crois. Un mouvement qui est en baisse. Vous ne croyez pas du tout ces chiffres? Mais écoutez, que le mouvement soit en baisse ou pas en baisse, peu importe. Monsieur Macron s'est mis, comme ses prédécesseurs, dans une situation qui, de toute façon, ne peut se terminer que très mal. D'une part, parce qu'il méconnaît ce que c'est que la République. L'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Monsieur Macron, c'est gouvernement de l'oligarchie, des milliardaires, pour les milliardaires, par les milliardaires. C'est ça qui pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'il fait croire que ça va s'améliorer. Mais moi, j'étais directeur de cabinet, vous savez, d'un ministre sous Juppé. Et déjà, il y avait 8% des réductions budgétaires, c'est en 1995. Ça fait 23 ans qu'on coupe dans les dépenses publiques et ça fait 23 ans que la France s'enfonce dans le désastre. La réalité, c'est que nous avons une politique récessive qui fait que maintenant, et c'est pour ça que ça va se terminer très mal, c'est que maintenant, c'est l'ensemble des classes moyennes qui est en train de voir son niveau de vie s'effondrer. Antoine Léaumont, ça va se finir très mal, comme le dit François Asselineau. Ça c'est déjà commencé. Enfin, je veux dire, quand vous voyez les manifestations et la colère qui s'exprime, c'est déjà commencé. Mais je voudrais répondre à Madame Avia, parce que tout à l'heure, vous dites beaucoup on écoute. Ça, vous écoutez de toute évidence, mais vous proposez absolument rien. Alors que c'est très simple. Les gens demandent la fin de cette foutue taxe sur les carburants. C'est pas compliqué. Et puis, vous avez un moyen de récupérer l'argent. Il vous suffit de rétablir l'ISF que vous avez supprimé en début de mandat. Laetitia Avia, laissez-le juste finir. Laissez Antoine Léaumont finir. Je vous ai laissé parler. Laetitia Avia, laissez-le finir, parce que les téléspectateurs, ils comprendront. Justement, nous, précisément, on est cohérents. On a proposé une augmentation de la fiscalité écologique, mais associé à quoi? Associé à des augmentations de salaire pour pouvoir faire la transition écologique. C'est génial, on a augmenté le salaire net. Associé à la planification écologique pour faire la transition écologique. Parce que si vous dites aux gens juste achetez une nouvelle bagnole qui coûte 27 000 € pour qu'elle soit électrique, eh ben ils vont vous dire d'aller vous faire voir, parce que c'est pas possible quand on n'a pas d'argent. Voilà. Donc, Laetitia Avia. Non, je voudrais juste dire un truc, parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. C'est que cette taxe sur la fiscalité écologique que vous avez mise en place, vous la mettez en place parce que vous faites passer le CICE dans la loi commune. C'est-à-dire que vous avez envoyé à la Commission européenne, dans le cadre du semestre européen, un document qui dit que, puisque le CICE va coûter plus cher cette année, c'est-à-dire 40 milliards d'euros, alors vous allez compenser cette somme, notamment par la fiscalité écologique. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est de mettre une taxe de 4 milliards d'euros. Pourquoi? Pour transformer votre CICE, qui sert à rien, en une taxe en un crédit d'impôt qui va coûter encore plus cher. Laetitia Avia, non, vous êtes exprimé, Antoine Léaumont. Laetitia Avia, allez-y, qu'est-ce que vous répondez? Et on les utilise. Écoutez, parce que cette transition écologique, c'est vrai que nous, on était au contact des Gilets jaunes tout au long de la semaine. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils sont d'accord pour payer des taxes, évidemment. Ils savent que nos hôpitaux, ils fonctionnent avec nos impôts, nos écoles, nos universités, notre armée. Mais ce qu'ils comprennent mal, c'est vrai, c'est de les taxer eux, de ne pas forcément taxer les compagnies d'aviation avec le kérosène, de ne pas taxer les porte-containers qui polluent énormément.
énormément, c'est ça. Ils ont l'impression, ceux que nous avons rencontrés, en tout cas, ils ont cette impression-là. Mais bien sûr, et moi c'est là que je dénonce un manque de cohérence dans le sens où cet été ou à la rentrée plutôt, on nous a reproché de ne pas avoir suffisamment d'ambition écologique et qu'absolument tout ce que nous mettons en œuvre ou tout ce sur quoi nous travaillons, hein, parce que bien sûr la taxation du kérosène c'est sur la table également, mais on ne veut pas. Oui, et Gérald Darmanin l'a rappelé ce matin encore d'ailleurs. Donc je peux pas entendre que ce sont des sujets qu'on met complètement de côté. Tout à l'heure on me pose une question extrêmement pertinente. Qu'est-ce que nous faisons pour les classes moyennes? Nous augmentons le salaire net. Quand on supprime les cotisations salariales sur l'assurance... Non, c'est déjà du salaire. Le salaire brut, c'est du salaire. S'il vous plaît, on va aller sur le terrain retrouver. On va donner la parole. Non, on va donner la parole. On va donner la parole aux Gilets jaunes. Il y a un rassemblement actuellement du côté de Bordeaux. S'il vous plaît, on va retrouver notre envoyé spécial Yael Benamou. Vous êtes justement du côté en Gironde. Il y a encore des rassemblements, des Gilets jaunes. On l'imagine qui sont en colère. On va les écouter et après on vous entendra. Oui, justement, nous sommes là depuis quelques heures maintenant. Nous sommes avec ces gilets jaunes qui sont là depuis plus de 8 jours, depuis 8 jours exactement, à se relayer ici, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup de solidarité ici, il faut le dire. Certains gilets jaunes ont apporté de quoi manger. Ici, là, derrière moi, ils sont en train de manger autour du feu, ils se réchauffent. Et les automobilistes, vous l'entendez, ils klaxonnent pour montrer leur adhésion au mouvement. Il y a beaucoup de solidarité. Et ce que l'on ressent ici, c'est de la colère. Les gilets jaunes sont vraiment en colère. Ils nous disent qu'ils aimeraient que le président de la République vienne, vive une journée avec eux pour voir, pour ressentir ce qu'ils ressentent, car ils ne se sentent ni compris, ni entendus. Et en tout cas, la plupart d'entre eux ont un travail, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois. Mardi, le président de la République devrait s'exprimer, mais ils ne sont pas optimistes et ils comptent rester là encore longtemps. Merci Yael Benamou, merci aussi à Marie Saint-Jour qui vous accompagne. J'aimerais, Axel Ronde, avant de revenir sur ces témoignages, faire un point avec vous. Est-ce que on craint dans les forces de l'ordre que ce mouvement, il s'amplifie, qu'il s'étende à travers tout le territoire d'une manière encore plus forte? On craint, oui, effectivement, que ça se radicalise beaucoup. Et ça va être un gros défi pour les forces de l'ordre, parce que nos forces ne sont pas extensibles. Je rappelle qu'il y a eu énormément de fermetures de gardes de gendarmerie mobile, de diminution d'effectifs dans les compagnies républicaines de sécurité. Forcément, au bout d'un moment, ça va poser un problème d'épuisement. Il y a eu quand même plus de 12 heures de maintien de l'ordre. C'est quelque chose d'inédit ces dernières années. On n'a jamais vu ça. D'ailleurs, je salue le grand professionnalisme de mes collègues. Imaginez pendant 12 heures être dans le gaz lacrymogène, recevoir des pavés et finalement être toujours apte à éviter les mauvaises images, comme on peut voir, on peut dire que les policiers sont en train de faire du mal aux manifestants. Non, là on a été vraiment dans une manifestation assez violente, mais des fonctionnaires de police qui ont été très maîtres d'eux-mêmes, parce que c'est difficile. Beaucoup de collègues sont restés très tard, étaient là déjà de bonne heure, sont restés très tard sur ce maintien de l'ordre. Près de 15 heures sur place. Voilà, étaient extrêmement fatigués. Vous savez, la fatigue, au bout d'un moment, la vigilance baisse et il y a malheureusement des gestes qui ne sont pas très professionnels. Là, on n'en a absolument pas vu. Les fonctionnaires de police ont vraiment été très, très efficaces. Merci beaucoup, Axel Ronde. On va revenir évidemment sur ces témoignages qu'on entendait, ceux de Yael Benamou du côté de Gironde. Restez bien avec nous. Dans un instant, on revient, on rediscute de ces témoignages des Gilets jaunes qui sont toujours rassemblés dans quelques villes en France. On va suivre évidemment l'évolution de ces interpellations et de ces gardes à vue. On sera avec Özlem Ünal dans un instant devant le commissariat du 18e arrondissement, là où justement il y a des gardes à vue en ce moment. François Asselineau, je me tourne vers vous. Vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle. Ce mouvement, hier, il a été extrêmement violent à Paris. Il a été très pacifique aussi dans beaucoup de régions, il faut le dire. Comment est-ce qu'on sort justement de cette mobilisation qui quand même a pris de l'ampleur, même si le ministère de l'Intérieur rappelle que les chiffres sont en baisse? Oui, alors... D'abord, il y a le problème de la taxe. Donc déjà, la première chose à faire, moi si j'étais à la place de Macron, c'est que je retirerais immédiatement cette taxe qui a mis le feu aux poudres. Mais c'est pas dans sa logique, c'est pas dans sa cohérence de politique. Je sais bien, il paraît qu'il écoute, il paraît qu'il veut faire de la pédagogie, les gens n'ont ras-le-bol de la pédagogie, de l'écoute. Monsieur Macron n'est pas le roi de France. Monsieur Macron, c'est le président de la République. La République, je l'ai dit, l'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple.
par le peuple et pour le peuple. Monsieur Macron n'est un exécutant de ce que veulent les Français. Donc Monsieur Macron doit retirer cette taxe. Quand vous avez 70% des Français qui sont contre, il doit la retirer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, c'est maintenant un mouvement de rejet général de la personne de Monsieur Macron. C'est la raison pour laquelle. Non. D'ailleurs, je vais vous donner, madame, une lettre que je vais vous transmettre, ainsi d'ailleurs qu'aux représentants de M. Mélenchon, parce qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent. C'est que les Gilets jaunes, ils ont un pouvoir de destitution de Macron par l'article 68. Oui, par l'article 68, vous êtes une juriste, je crois. Par l'article 68 de la Constitution. Monsieur Macron a commis au moins 10 actes qui sont fondamentalement des violations de la Constitution française. Donc je vous demande, en vertu de ces 10 actes, alors, Madame le député, monsieur, vous allez transmettre ça à Monsieur Mélenchon, nous vous demandons, moi je vous demande en tout cas, est-ce que vous êtes pour Monsieur Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple ? Est-ce que vous êtes pour la destitution? Je connais le contenu de votre courrier qui a été envoyé à de nombreux gilets jaunes et qui vise à la destitution d'Emmanuel Macron. Moi, je comprends votre amertume encore 18 mois après l'élection présidentielle et je comprends qu'en effet, vous ne vous remettiez pas de cette défaite. À côté de cela, on a un vrai sujet aujourd'hui. C'est celui des Français qui sont dans la rue, qui ont une colère depuis un moment et c'est à eux qu'il faut répondre. C'est pas à l'ambition déchue des uns ou des autres lors d'une élection présidentielle, monsieur. Alors vous imaginez quand même que la destitution, ce sont des mots extrêmement forts que vous employez. Monsieur, mais soyons très précis. Moi, je suis un juriste comme vous, madame. Il y a un article dans la Constitution qui prévoit que le président est destitué en cas de manquement grave à ses devoirs. Je montre dans cette lettre 10 manquements extrêmement graves de M. Macron à la Constitution française. Si, en vertu de ces 10 manquements graves, on considère que l'article 68 ne doit pas s'appliquer, alors cet article ne s'appliquera jamais. Vous allez m'expliquer si, en vertu de ces articles, si cet article 68, vous refusez de l'appliquer, ça veut dire que vous prenez le parti de M. Macron contre le parti du peuple français. Antoine Léaumont, j'aimerais avoir votre avis sur cette sortie de crise de ces gilets jaunes. Évidemment, vous me disiez tout à l'heure, il faut que le président prenne la parole, ça ne suffira pas. Non, j'ai pas dit ça, mais le président peut prendre la parole. Sauf que s'il continue à faire la même chose, c'est-à-dire à faire du bruit avec sa bouche sans jamais rien dire, ça ne mènera à rien. La vérité, c'est que si M. Macron veut sortir de cette crise, il a un moyen assez simple de le faire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est supprimer cette taxe et s'il a besoin d'argent, il peut faire deux choses. Premièrement, mettre en place une taxe sur les kérosènes, sur le kérosène, pardon. Au minimum, supprimer l'avantage fiscal qui existe à l'heure actuelle pour le kérosène, ce qui rapportera 3 milliards d'euros. Rétablir plutôt l'ISF, ce qui rapportera 3 milliards d'euros. Supprimer la flat tax, qui rapporte 1 milliard d'euros. Donc l'argent, il est facile de le trouver. Il y en a énormément dans notre pays. Il est dans les poches des très riches. Il est aussi, d'ailleurs, dans les poches de ceux qui fuient l'impôt, notamment vers le Luxembourg, vers la Belgique, vers un certain nombre de paradis fiscaux qui sont aussi à l'intérieur de l'Union européenne, en dépit du fait que l'Union européenne n'admet pas qu'elle a des paradis fiscaux à l'intérieur de notre pays. Et d'ailleurs, M. Macron, il y a quelques jours, quand il était en Belgique, il a dit qu'il comprenait les évadés fiscaux. Et ben moi, je les comprends pas. J'ai envie de les taxer. J'ai envie qu'ils donnent l'argent qu'ils doivent à la nation, parce que la nation, elle leur donne du service public, elle donne des écoles, elle donne de la santé, elle donne de la sécurité et elle donne un certain nombre de services qui ont besoin pour fonctionner d'argent. Donc l'argent, on en a, on peut le récupérer et il y a de quoi récupérer. J'ai fait le calcul. En gros, si on récupère le CICE, la fraude et l'évasion fiscale, l'impôt sur la fortune, la flat tax et ce que je vous ai dit tout à l'heure, le kérosène, on récupère 31 fois et demi ce que coûte la taxe. On a un ancien candidat à la présidence de la République et puis on a un futur candidat qui a déjà trouvé réponse à tout et qui a fait tous les calculs et qui sait exactement ce qu'on va pouvoir mettre en... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces discours simplistes que vous avez, ces discours simplistes que vous allez et que vous allez présenter aux gens de manière complètement... Non, François, vous opposez les Français les uns aux autres et vous engendrez cette colère et vous surfez sur cette colère. C'est vous qui créez la colère. Antoine Léaumont, s'il vous plaît, laissez-la terminer, elle vous a laissé parler. Elle vous a laissé parler. Vous surfez dessus et vous le faites depuis et on le sait très bien et vous alliez faire des porte-à-porte, susciter de la colère chez les gens parce que c'était ce que vous vouliez
voulez exactement? Non. Vous ne cherchez pas des réponses pour les Français. Mais je viens de vous cherchez. Je viens de vous en donner. Non, c'est des vous êtes d'accord discours ou pas? simples. Rétablir l'ISF. Mais absolument pas, parce que Prenons les c'était trucs un par un. inefficace. Parce Prenons que les choses un par un. Sinon, alors vous pensez qu'on a supprimé l'ISF, on a transformé. On s'entend plus, s'il vous plaît, Laetitia Avia. On ne légifère pas sur Yohann un Usaï, portable, j'aimerais avoir votre avis. Là, vous ne répondez pas du tout aux questions que se posent les Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes ne demandent pas la destitution d'Emmanuel Macron. Certains demandent effectivement sa destitution. Sa démission. Mais ce que demandent les Gilets jaunes, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors Laetitia Avia, vous nous avez dit, on a déjà beaucoup fait pour le pouvoir d'achat des Français. Vous avez détaillé tout à l'heure en partie les mesures mises en place depuis 18 mois. Comment expliquez-vous alors, si vous avez pris autant de dispositions pour ces classes moyennes, qu'elles ne ressentent pas les effets sur leur pouvoir d'achat? Est-ce que vous leur dites aujourd'hui, vous ne ressentez pas les effets, nous allons faire plus, ou est-ce que vous leur dites, attendez que ces mesures portent ses fruits? Je leur dis qu'il faut, en effet, il va falloir attendre qu'elles portent ses fruits. Pourquoi? Parce qu'on les a étalées dans le temps, dans ces 18 mois, qui était déjà une période de grande impatience. Si on cumule les mesures prises, notamment pour les travailleurs, un travailleur au SMIC, c'est un 13e mois en plus. Et s'il avait déjà un 13e mois, c'est un 14e mois en plus. C'est un mois de salaire en plus. Avec la suppression des cotisations salariales, avec la prime d'activité, avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est pas juste des chiffres sur un bulletin de paie. C'est un panier de courses à la fin du mois. C'est un découvert en moins. Mais est-ce que vous comprenez aussi que c'est de l'argent dont ces familles ont besoin? Plus attendre, qu'ils sont effectivement un peu pris à la gorge et qu'ils demandent des mesures immédiates. Ça, vous l'entendez? Mais moi, je la comprends, cette impatience de ces familles. Et tout à l'heure, quand on voyait les images en Gironde, ce sont ces personnes-là qu'on voit. Ce sont ces personnes qui ont besoin. Justement, Laetitia Avia, on va aller du côté de Colmar, retrouver des gilets jaunes qui s'expriment, s'il vous plaît, Antoine Léaumont. David Brunet, on est en direct avec vous depuis Colmar. Vous êtes avec des gilets jaunes, là où un rassemblement est encore en cours. Ce débat, il passionne ici sur le plateau. Les gilets jaunes, donnez-leur la parole. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien écoutez, les gilets jaunes convergent depuis le début de la matinée. Ici, des gilets jaunes qui viennent de toute l'Alsace, de Molsheim, au nord de Sélestat, dans le département du Bas-Rhin, mais aussi de Mulhouse, qui viennent ici à Colmar, sur ce rond-point avec cette statue de la liberté qu'on ne voit pas, malheureusement, elle n'est pas éclairée ce soir, mais une statue de la liberté parce que c'est un hommage au sculpteur Bartholdi, originaire de Colmar. Eh bien, de nombreux gilets jaunes ont investi ce rond-point depuis une dizaine de jours pour exprimer évidemment cette notion de liberté d'expression, de mobilisation. Et je suis justement avec l'un de ces gilets jaunes. Il vient de Strasbourg. Il a rejoint les gilets jaunes de Colmar pour évidemment pour exprimer son soutien. Alors Yannick, c'est un peu particulier. Vous avez été l'un des premiers gilets jaunes à être condamné la semaine dernière pour entrave sur la voie publique et aussi d'autres condamnations, je crois. Mise en danger d'autrui également, ouais. Parce que vous avez tout simplement bloqué l'autoroute à hauteur de Strasbourg. Voilà, on a fait une chaîne humaine et donc on s'est tous tenus la main et puis donc finalement on a réussi à me choper, quoi. D'accord. Ça ne vous démobilise pas justement cette condamnation? Non, pas du tout, non. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter seulement au chantage ou aux menaces. Après, il faut faire vraiment attention, parce que c'est vrai qu'on est contrôlé quand même sur certaines choses. Donc le but, c'est pas de se démotiver, c'est justement, moi ça me redonne de la motivation, quoi. Alors après ces derniers jours, on l'a vu, ce qui s'est passé hier à Paris, on a très bien compris qu'il ne s'agissait pas de gilets jaunes qui ont agi. Votre condamnation, est-ce qu'on fait les choses maintenant autrement pour essayer de mobiliser, pour faire parler de ce mouvement des gilets jaunes? Bah oui, là depuis le 17, on a fait beaucoup de blocages. Maintenant, on a décidé justement de passer à l'étape acte 2. Donc c'est vraiment de bloquer tout ce qui est maintenant, tout ce qui est les parlements européens, tout ce qui est les institutions. Voilà, les centres d'impôts et tout ça. Et les blocages d'autoroutes et tout ça, maintenant on arrête. On pourra faire ça le week-end, mais maintenant ça on arrête. Maintenant il faut taper un tout petit peu plus fort. Il faut jouer avec la bourse et faire descendre tout ça, quoi. C'est quoi l'idée? C'est justement de rester populaire auprès des Français et des Françaises, c'est bien ça? Bah, moi je les soutiens, donc en tout cas oui, il faut être solidaire, être populaire avec tout le monde et être tous ensemble, quoi. C'est important justement de se soutenir les uns des autres. Vous venez de Strasbourg sur le Colmar justement. Ça c'est important, cette notion-là de solidarité entre vous? Bah bien évidemment, parce que moi j'étais à Auchan-le-Kirch, on était pas mal, j'étais organisateur là-bas, et donc du coup là-bas il n'y a plus personne parce qu'on nous a délogés, mais je pense que là où il y a encore des mouvements encore à Strasbourg, c'est aussi bien d'être auprès d'eux pour les motiver, quoi, et puis être là avec eux, donc c'est vraiment important parce qu'il faut savoir que eux ils sont là depuis le 17, donc franchement bravo à eux. Toujours cette motivation, ça vous la sentez cette motivation? Ah oui, franchement, sincèrement, depuis qu'il y a tous ces gens-là, on les voit. Pour moi, je suis motivé autant qu'eux et ça me rebooste, quoi. Donc, motivé pour obtenir des choses de la part d'Emmanuel Macron?
Ah bah oui, même s'il tient tête, de toute façon on lâchera pas. Là on a bien débuté et puis on va continuer jusqu'au bout. Hein. Voilà, vous avez compris, ils continueront toute la semaine à se réunir sur ce rond-point ici à Colmar en vue évidemment d'actions. Ils vont continuer, ils vont les préparer. Ils en ont discuté cet après-midi, à suivre justement dans les prochains jours. Merci beaucoup David Brunet pour ces témoignages qui est assez édifiant. Merci à Jérémy Susselin qui est avec vous. Je me tourne vers vous, Noah Manoir. On le voit, ce gilet jaune condamné à 4 mois de prison ferme. Ça ne l'arrête pas, il a envie, il veut aller manifester. La chance qu'il a eue, c'est qu'a priori, il écope d'une condamnation sans mandat de dépôt. Parce que pour ce qui risque de se passer demain, parce qu'à priori, il y a fort à parier qu'il y a une certaine partie des gardés à vue qui ont été interpellés hier sur la capitale soient reconduits, puisqu'on est dimanche. Bon, la justice fonctionne toujours, mais dans des proportions un peu moindres. Et je pense qu'on va avoir un certain nombre de comparutions immédiates demain. On ne sait pas, ce sera peut-être des convocations, mais logiquement, ça devrait être des comparutions immédiates. A priori, il y a des gens qui risquent malheureusement de faire l'exemple. Et justement, alors moi, je voulais pas venir pour redire ce qu'on a dit hier ou avant-hier. Il fallait, j'irai analyser la situation au jour le jour. Et j'ai été très attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Et effectivement, on a deux choses. Déjà, on a une digue qui est en train de se fissurer entre les policiers et les gilets jaunes. C'est-à-dire que depuis ce matin, on a des vidéos qui se répandent de façon virale de policiers, de gendarmes, de douaniers, de militaires qui disent, avec des masques, etc., mais en uniforme, en tenue, allez-y, on est avec vous, on vous soutient, on en a marre d'être muselés. Voilà, ils le font à titre individuel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires, j'en sais rien, mais on a 4-5 vidéos qui tournent de façon virale depuis ce matin sur les messageries cryptées sur les réseaux sociaux. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se fissurer, il va falloir être extrêmement vigilant. La deuxième chose, c'est qu'on commence déjà à évoquer sur les réseaux sociaux un rassemblement pour samedi prochain. Donc les modalités de ce rassemblement ne sont pas encore définies, parce que ça se fait toujours de façon un petit peu anarchique, les gens décident, commencent à suggérer. Mais est-ce qu'on peut s'épargner ou pas ce qui s'est passé hier pour la semaine prochaine? Sur l'appel à manifester de samedi prochain, ça a été clairement défini. Hein, les organisateurs, s'il y en a, appellent à faire ça dans le calme et à ne pas revoir ces images que vous voyez hein, sur notre antenne, sur CNews. Je vous voyais acquiescer, François Asselineau, vous êtes d'accord? Il y a une fissure qui est en train de se créer. Oui, vous savez, notre mouvement politique, l'UPR, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et moi, je constate depuis maintenant une dizaine de jours une radicalisation extrêmement rapide de la situation. J'ai dit en préambule de mon intervention, je pense que nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire. Je pense que M. Macron aurait intérêt très vite à tout lâcher. Parce que sinon, on va vers des violences. Et la lettre que je demande, je m'adresse encore une fois à tous les téléspectateurs, il y a un moyen. Vous pouvez demander à tous les députés, tous les sénateurs d'arrêter la violence, et notamment aux opposants, ceux qui disent qu'ils vous soutiennent, Mélenchon, Dupont-Aignan, Madame Le Pen, demandez-leur de procéder au lancement de la procédure de destitution. Et là, on va voir qui sont les vrais opposants à Macron. Laetitia, quand vous entendez ce témoignage de ce gilet jaune qui a pris 4 mois de prison ferme, quand vous entendez Noah Manoir qui dit il y a peut-être une fissure dans la digue entre les forces de l'ordre et ces gilets jaunes, est-ce que le gouvernement il se dit pas on est peut-être, c'est vrai, à une période vraiment très délicate? Alors moi je voudrais dire deux choses. Bien sûr qu'on est dans une période délicate, je pense que ça ne fait de doute pour qui que ce soit. Mais je voulais dire deux choses. Tout d'abord, je voulais saluer le courage, le professionnalisme et le sang-froid de nos forces de l'ordre qui ont su vraiment dans cette période où on a des manifestants qui ont des profils très différents, qui ont su gérer cette situation pour qu'il y ait le moins de dégâts humains possible. C'est le premier élément. Ensuite, concernant le témoignage de tout à l'heure, il a écopé de 4 mois de prison ferme. On est en pleine réforme de la justice aujourd'hui. On sait que c'est une peine qu'il ne purgera pas parce qu'il y a c'est une peine qui sera pas effectuée. Hein. Quand il s'agit de 4 mois de prison, ce sont des éléments qu'on va changer également pour l'avenir. Enfin, c'est pas rien quand même. Ça peut refroidir quelqu'un quand on voit très bien que c'est une peine qui ne prend pas de sens non plus pour lui. Et il a utilisé ce terme que je dénonce fortement de menace. Une peine, une condamnation, c'est pas une menace. Si une peine est prononcée par un juge, c'est parce qu'il y a eu un manquement à notre état de droit. Et donc, moi, je suis pour les manifestations. Je suis pour la liberté de chacun de s'exprimer, mais il faut respecter
notre état de droit. Et ce qui s'est produit hier n'était pas le cas. Et s'il a, lui, écopé de 4 mois de prison, c'est qu'il n'a pas respecté le droit. Et donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit de menaces ou quoi que ce soit. Antoine Léaumont, vous soutenez à la France Insoumise, vous appelez aux Gilets jaunes à descendre dans la rue pour l'acte 3 le 1er décembre prochain. C'est pas notre rôle. Nous, les Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen et qui a ses propres mots d'ordre, qui a ses propres modes d'action. Nous, ce qu'on fait, c'est... Bien sûr, mais vous en parlez, vous faites un peu de récupération politique aussi. Non, pas du tout. Justement, c'est très difficile parce qu'il faut à la fois... Nous, on essaye d'aider de ce mouvement de toutes nos forces, mais en même temps, il ne faut pas que les représentants de la France Insoumise le fassent d'une manière qui empêcherait que ce mouvement citoyen s'exprime avec ses mots d'ordre et avec ses propres revendications. Et d'ailleurs, je voudrais dire que c'est très bien ce que vous faites de donner la parole aux Gilets jaunes sur votre antenne, parce que dans les moments où vous donnez la parole aux gens, on entend la colère, on comprend pourquoi les gens sont en colère. Tout à l'heure, il y avait ce monsieur, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, qui expliquait qu'il a 1 500 € par mois pour vivre. Michel. Ils sont 2. Non, c'était pas Michel, c'en était un autre. Gérard, voilà, c'est ça. Et ils sont 2 pour vivre et ils n'arrivent pas à s'en sortir avec cette somme. On comprend pourquoi les gens sont en colère. Et je suis désolé, Madame Avia, quand vous dites qu'il faut que les Français attendent, vous dites pas ça aux riches. Les riches, vous leur avez filé 3 milliards d'euros plus 1 milliard de flat tax, comme ça, rubis sur l'ongle. En espèces. Rubis sur l'ongle. Comme ça, on a dû voir les uns après les autres, on leur a donné des enveloppes. Eh bien, on peut le dire très clairement. Les 100 personnes les plus riches de notre pays, les 100 personnes... Continuons de répéter. Alors, allez-y, finissez rapidement. Les 100 personnes les plus riches de notre pays, elles ont eu 1 million d'euros en plus grâce à cette réforme de l'ISF. Voilà. Qu'est-ce qu'elles en font? Qu'est-ce qu'elles en font de cet argent? Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette réforme de l'ISF. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu la suppression totale de l'ISF, mais il y a eu une réforme, c'est vrai. Il y a eu une transformation parce qu'on a... Je voudrais juste détailler sur ça, mais la suppression... Très rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes et qu'il faut qu'on aille sur le terrain retrouver notre envoyé spécial. C'est sur les valeurs mobilières, c'est-à-dire c'est pour aider les spéculateurs. Qu'il s'agisse de la flat tax ou qu'il s'agisse de l'ISF, c'est pour que les gens aillent mettre leur fric dans les marchés financiers. Laetitia, bien, allez-y. Antoine Léaumont, vous avez assez parlé puisqu'on vous a entendu depuis tout à l'heure. Oui, on a allégé la fiscalité sur les revenus du capital. Ça va très vite pour les riches. Oui, exactement. Mais non, ça va pour tout le monde. Ça concerne également... C'est un décret présidentiel. Mais ça concerne également toutes les personnes qui investissent aujourd'hui, toutes les classes moyennes qui investissent. Et parce qu'il faut orienter vers notre économie, parce que si on veut lutter contre le chômage, il faut créer de l'emploi. Et qui est-ce qui recrute? Eh bien, ce sont les sociétés. Donc, il faut investir dans notre économie. Alors, on va aller, pardon, je vous coupe, mais notre envoyé spécial est sur les Champs-Élysées. Il doit témoigner de ce qui se passe. Quentin Berrichel, vous êtes sur les Champs-Élysées.